votre conférence qui m'a fait rêver, mais qui m'a laissé un goût amer, parce que J'espère qu'il y a plus de rêve que l'amertume. pendant la conférence, c'était du rêve, et maintenant c'est l'amertume, parce que je me dis que en Roumanie, on est tellement loin de tout ce que vous nous racontez que je ne sais même pas par quoi je commencerais si j'étais en situation de commencer. Et je me suis dit que, en fin de compte, parce que vous savez, la Roumanie est passée par cette période communiste qui, du point de vue politique, historique, économique, tout le monde sait ce que c'est. Mais mis à part ça, il y a une acculturation totale qui s'est passée dans ce peuple. Il y a bien sûr que les intellectuels ont conservé et on donne une très bonne apparence. On a de bons spectacles de théâtre, de cinéma très connus actuellement. Mais le peuple, parce que vous nous parlez là, vous parlez d'un monument qui attire l'attention de ceux qui se trouvent autour et bon, ça fait... le peuple, il s'est fait totalement effacer le disque dur et il n'y a pas ce qu'il y a en France, ce sentiment que le patrimoine, le pont, vous disiez, sur lequel on passe chaque jour, ben on se dit oui, ce pont, il faut qu'il continue à vivre. Ça n'existe plus en Roumanie. Et je me demande comment on pourrait faire le diagnostic de la situation pour voir comment soigner cette situation. On s'est beaucoup agité au moment où Ceausescu détruisait, il a détruit des villes, des villages, etc. Mais maintenant, on continue, empire presque. Maintenant, avec plus de moyens, sans avoir l'opinion publique qui s'agite, on continue à détruire l'identité architecturale, urbaine, culturelle de ce pays. Donc, comment pensez-vous qu'on pourrait essayer de démarrer quelque chose? Excusez-moi si je vous laisse la voix merde. Si vous me permettez, je ferai une parenthèse. Dans la commune Buciu, où l'association, à chaque été, 2 semaines d'université d'été, on a organisé un concours avec 3 prix. La maison Casa cea mai dichisită, je ne sais pas traduire ça. La maison la plus... soignée. Plus soignée. Et on est maintenant au 3e, il faut être très créatif pour faire... cette année, on est à 4e édition de cette concours. Et de plus en plus, les gens sortent de leur cave, des choses qui étaient jetées, qui étaient plus utilisées, et ils les mettent en valeur. Parce que nous, on a entraîné, on a acheté du mobilier, on a changé dans la pension où on a 2 semaines de travail didactique sur le terrain, on a changé tout le mobilier parce qu'ils commandent des mobiliers modernes qui n'a rien à voir avec la valeur esthétique même, identique aussi. Alors que il faut être très créatif et de l'un à l'autre, ça peut revaloriser. Bien entendu, c'est nécessaire de donner la valeur historique et identitaire, mais de reconceptualiser les maisons, par exemple. Il doit y avoir une salle de bain, il doit y avoir une point de... Alors, on essaie d'expliquer tout ça, et il y a 29 villages sur une surface de plus que 8000 hectares.
et ils viennent de villages qui sont sur la montagne dans cette commune. Ils viennent, ils disent, venez voir si vous êtes sélecté pour le concours. Alors, des premiers jours déjà. Alors, il faut être très, très créatif. Mais il faut avoir une structure comme vous avez dans tous les départements, dans toutes les régions, parce que nous, on ne va pas pouvoir faire grand chose avec une seule commune. C'est un modèle, mais qui va propager ce modèle? On ne sait pas. On doit espérer que le professeur Serge Nistor va bouger quelque chose. Mais je ne sais pas si... je crois qu'en France, il y avait aussi des communes qui étaient abandonnées. Alors, j'allais vous répondre dans ce sens-là. Voilà. Pour que vous ayez moins d'amertume et plus de rêve, madame. J'ai un peu insisté sur le fait que c'est pas vieux, il n'y a pas longtemps qu'on prend soin en France du bâtiment tout court, et encore moins longtemps que l'on prend soin du bâtiment secondaire, du bâtiment du petit patrimoine. Souvenons-nous qu'on a démoli au Halles les pavillons Baltard dans les années 80, 77, je crois, 76. Aujourd'hui, ça nous paraît monstrueux. On ne le ferait pas aujourd'hui. On l'a fait il y a 25 ans. C'est tout à fait stupéfiant, ça. Donc, on peut changer assez vite. Et qui est-ce qui fait le changement? C'est les jeunes. Donc, il faut s'adresser aux jeunes. Il faut s'adresser aux jeunes. Et bien sûr, avec des moyens, vous le disiez vous-même, Madame Diallo, les consciences se réveillent, les gens vont chercher ce qu'ils ont laissé à la cave, et brusquement, ça reprend de l'intérêt, ça reprend de la valeur. Il faut créer un peu le mouvement. On observe tout à fait ça en France, très souvent. On voit très souvent des bâtiments brusquement qui ont une espèce ils deviennent un objet précieux, alors que quelques mois avant, on passait devant sans les voir. C'est très curieux. Dans Paris, il y a un édifice extraordinaire, c'est le couvent des Bernardins, rue de Pontoise. Bravo. C'était le couvent des Bernardins, bâtiment. C'est quasiment le seul édifice du Moyen-Âge qui subsiste dans Paris aujourd'hui. Il était occupé par une caserne de pompiers. Les pompiers garés à la grande échelle, les pompiers de Paris, garés à la grande échelle dans ce bâtiment extraordinaire. Il a été restauré en 2007, 2008 et 2009. C'est très récent. Eh bien, on passait devant le couvent des Bernardins sans le voir. C'est pas vieux. Et brusquement, aujourd'hui, on se dire que c'est le plus beau, le plus bel édifice médiéval de Paris. Donc, on peut révéler en quelque sorte. C'est comme une photo ancienne. Elle était dans la pellicule, mais il fallait la révéler pour la voir. C'est un petit peu ça. Et pour ça, il faut un peu des catalyseurs. Je parle en chimiste. Il faut on crée le mouvement, mais avec ces 29 villages, vous créez le mouvement. J'ai bien observé ça au cours de votre exposition. Vous créez le mouvement et ensuite ça fait des émules, ça fait des... Et il faut qu'il y ait des jeunes qui prennent ça à leur compte, qui s'approprient cette évolution. Vous savez, nous on constate que les donateurs ont fait des études sociologiques, entre guillemets, des donateurs. Ce sont souvent des jeunes. On peut dire le patrimoine, c'est une affaire de vieux. Oui, parce que quand on est vieux, on aime bien les vieilles choses. C'est aussi une affaire de jeunes. Dans les petits villages, les projets de restauration du centre-bourg, quand on restaure l'église, eh bien on s'aperçoit que les propriétaires voisins, les jeunes, sont intéressés de participer à l'étendue de la restauration. La première image que je vous montrais, le pigeonnier de Chandelle, ces deux instituteurs, ils ont 30 ans l'un et l'autre, ils sont assez passionnés, mais rien ne les portait finalement à ça. Et puis un jour, ils sont arrivés dans ce bled-là, ils ont trouvé ça merveilleux, ils sont tombés un peu, c'est l'occasion, amoureux de ce bâtiment, et ils ont eu un prêt, et la fondation leur a prêté de l'argent qu'ils ont rendu dans les temps. Donc il y a du potentiel, il faut aller le chercher, il faut le stimuler. Alors les vieux peuvent stimuler, je dis les vieux parce que j'en suis, hein. Mais c'est les jeunes auxquels il faut s'adresser pour que le rêve devienne réalité. C'est leur rêve à eux qui vont devenir réalité. C'est votre rêve à vous qui va devenir réalité pour eux. C'est plutôt ça que va se passer. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi, madame. Pardonnez-moi de vous associer à une tranche d'âge qui n'était pas la vôtre. Madame Lazare. Vous parliez
que certains bâtiments peuvent servir pour préserver Un peu plus savoirs. fort, est-ce que Vous parliez des bâtiments qui peuvent servir pour préserver les savoir-faire anciens. Est-ce que la démarche inverse existe? Donc, de vouloir préserver un savoir-faire et pour cela acheter un bâtiment ou construire, enfin créer quelque chose. Ça existe dans votre association? Il y a plusieurs façons de répondre à votre question, madame. Les savoir-faire, on peut dire que c'est le patrimoine immatériel, c'est le savoir-faire des artisans, c'est le savoir-faire des métiers du bâtiment, des travaux publics et les métiers d'art. Je vous disais qu'on a un fonds spécifique pour la transmission des métiers. On constate, depuis peu de temps d'ailleurs on s'intéresse à ça, on constate que ce sont des métiers qui sont à la fois emblématiques, très, très séduisants, le tailleur de pierre par exemple. Juste une anecdote, la Fondation participe, je ne perds pas le fil de ce que je dis, mais la Fondation participe à la restauration des statues de la cathédrale de Reims. En façade septentrionale, il y a l'ensemble statuaire, c'est David et Goliath, donc c'est très symbolique de la royauté, c'est très important, complètement dégradé par par l'incendie de 1917. Seulement avec 1000 feux à la cathédrale de Reims. On fait ce chantier de restauration et on le fait visiter assez souvent. Il se trouve qu'au pied de la cathédrale, il y a des femmes, ce sont des femmes qui sont tailleuses de pierre, qui refont des pièces de statuaire pour être changées. Eh bien, ce que les visiteurs retiennent, ce qu'ils vont voir et ce qui les séduit, c'est les filles qui taillent la pierre. C'est des métiers emblématiques, très séduisants, un peu magiques. Sortir une statue d'un bloc de pierre, c'est extraordinaire. Métier emblématique et délaissé. Il y a un paradoxe, à la fois emblématique et délaissé. Et encore, tailleur de pierre, c'est presque un cas particulier. On aime les tailleurs de pierre, mais le maçon, le menuisier, tous ces métiers-là sont délaissés aujourd'hui en France. Ils sont méprisés, ils sont abandonnés, alors que c'est un réservoir d'emploi, et d'emplois prestigieux, d'emplois formidables. On peut être très très heureux en étant ébéniste, ou en étant tailleur de pierre, ou étant maçon. Donc on favorise cette idée de transmission des métiers en aidant les petits artisans, ce sont toujours des petites entreprises, à embaucher un compagnon ou deux pour transmettre le savoir. Alors, votre question concerne leur hébergement, en somme leur installation. Ce n'est pas notre mission de faire ça. Mais on est très souvent coordonnés, partenaires d'associations locales ou de communes qui regroupent le mot cluster, qui est évidemment des regroupements d'entreprises ou des pépinières d'entreprises où ils peuvent trouver le lieu où installer deux ferronniers, deux verriers, trois artisans. Et ça passe souvent effectivement par le lieu. Il faut avoir un lieu pour travailler, il faut avoir un lieu pour être installé. Mais ce n'est pas la mission première de la Fondation, on le fait en partenariat avec d'autres acteurs. Mais cet aspect, vous avez tout à fait raison de souligner, cet aspect de patrimoine immatériel, le savoir-faire, qui est intimement lié à tout ça. On observe souvent des travaux, des tâches, pour lesquels il reste un ou deux artisans sur le territoire pour faire... J'avais un exemple tout à l'heure, je vous le rappelle, le petit clocheton au sommet du temple. Eh bien, ce clocheton il est resté en bas pendant longtemps, parce que personne ne savait comment il était. Il n'y avait que 2 ou 3 artisans en France qui savaient comment il était fixé, comment il était... il a fallu aller chercher un savoir-faire presque perdu pour pouvoir remplacer ce petit clocheton. Et là, aussi, le lien avec l'activité économique est évident. C'est de l'emploi, c'est du travail, c'est de l'emploi qui n'est pas utilisé. Il y a des réservoirs d'emploi qui ne sont pas utilisés. Ce savoir-faire d'ailleurs est très lié à la sauvegarde également des matériaux qu'on utilisait à l'époque. Dans toute cette reconstitution, pas seulement le savoir-faire des gestes, mais il s'agit du savoir-faire de la création des matériaux utilisés à l'époque. D'ailleurs, je crois ici que la Roumanie peut être un réservoir d'un tel savoir-faire. Si on regarde un peu pour être un peu optimiste,
cette construction qu'on peut caractériser comme monstrueuse du palais du peuple, ou le palais de Ceausescu à Bucarest, qui a rassemblé une quantité énorme d'artisans, etc. Quand on regarde les sculptures en bois, en marbre, en pierre, etc., ça veut dire qu'en Roumanie, il y a encore un réservoir d'un savoir-faire ancien qui peut être en fait utilisé et peut-être développé. Je crois que ces traditions, ces villages qui sont un peu figés dans le 19e siècle sont des choses qui constituent une richesse pour la Roumanie par rapport à des pays plus civilisés où ce genre de choses ont plus ou moins disparu. Et parce que je vois des Moldaves ici aussi, en Moldavie également, on trouve en République moldave des villages de ce genre qui sont sortis comme ça de l'histoire. On est étonné de le voir. Mais j'aurais voulu vous demander une chose, M. Sandra. Vous avez beaucoup, je pense qu'un tiers de vos exemples portaient sur un patrimoine technique, soit des bâtiments, soit même un patrimoine technique mobilier. L'intérêt pour ce patrimoine technique est excessivement récent en France. C'est un peu la suite d'une catastrophe qui est arrivée avec la machine de Marly. Et à ce moment-là, les institutions françaises, donc le Conservatoire national des arts et métiers, s'est mobilisé. Et il y a toute des dispositions qui étaient prises, bien que dans ces statuts existait cette exigence qu'il soigne, qu'il fait attention à la sauvegarde d'un patrimoine technique, qu'il soit immobilier ou mobilier. Mais cette chose en France est arrivée à la suite de l'Angleterre. Je crois que la Fondation du patrimoine elle-même a eu en tant qu'exemple le National Trust britannique. La sauvegarde du patrimoine technique a eu comme exemple l'évolution en Angleterre avec le Iron Bridge et toute une suite. Bien entendu, l'Angleterre se trouvait être le premier pays où la révolution industrielle s'est manifestée. Et alors, sur ce modèle, parce qu'on parle, la Roumanie doit suivre un modèle. Pourquoi pas le modèle français? La Roumanie a toujours su se calquer et a su prendre l'exemple sur la France. C'est tout souhaitable que dans ce domaine du patrimoine, ça se passe. Mais est-ce que vous pouvez nous dire aussi, la France a-t-elle pris des exemples également sur l'Angleterre, notamment dans la Fondation du patrimoine? Cet exemple va très loin ou c'est très superficiel? Parce que pour le patrimoine technique, avec la constitution du mouvement de ce qu'on appelle l'archéologie industrielle, l'exemple anglais a été très, très fort. Vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Effectivement, lorsque la fondation a été créée, elle a été créée à la suite d'un rapport d'un sénateur qui s'appelait Jean-Paul Léon, j'y s'appelait parce qu'il est décédé l'année dernière, qui avait pris un peu non pas le modèle, mais qui avait étudié non pas le National Trust, mais le Landmark Trust. Le Landmark Trust, c'est un petit peu l'homologue de la fondation, où la fondation est un peu son homologue. C'est à ceci près que la législation britannique n'est pas la même. Et cette institution britannique, le Landmark Trust, a une capacité que nous n'avons pas, qui est celle d'exploiter les bâtiments qu'elle restaure. C'est ainsi que le Landmark Trust fait de l'hôtellerie, une hôtellerie un petit peu particulière. C'est pas on ne va pas louer une chambre pour un soir, c'est pour une semaine avec toute sa famille. C'est une entreprise qui fait un séminaire de 3 jours. Bref, c'est une hôtellerie particulière, sans restauration, uniquement de l'habitation, dans des bâtiments qui ont été des bâtiments historiques, mais qui sont parfois classés, ce que nous n'avons pas le droit de faire. C'est ce qui a été fait aussi en Espagne, à l'époque de Franco. On a beaucoup critiqué cette décision. Un grand nombre d'hôtels qui s'appellent la chaîne Parador sont des bâtiments historiques de grande qualité, de grande valeur, et qui sont des hôtels. J'ai fait le pèlerinage de Compostelle en arrivant à Saint-Jacques.
face de la cathédrale, il y a un parador extraordinaire. Je suis entré, je suis ressorti tout de suite, mais je n'ai pas pu m'empêcher de dire que penser que c'était une assez bonne idée, finalement. Donc il y a d'autres façons de faire, d'autres méthodes, d'autres modèles. Alors, quand vous disiez la Roumanie pourrait suivre l'exemple, peut-être, mais aussi, surtout, adapter les exemples existants à sa propre culture, sa propre histoire, les événements récents et moins récents. C'est plutôt une adaptation qu'un modèle. Je pense que moi, je ne serais pas volontiers acteur d'une transmission exacte à l'identique. Je pense que c'est une adaptation, une réflexion qui doit être alimentée par plusieurs exemples. Dans d'autres pays européens, on observe plusieurs dispositifs qui finalement ont le même objectif, c'est de sauvegarder du bâti et aussi cette idée de le remettre dans la vie, de le rendre utile. Alors parfois on met le curseur un peu plus loin ou parfois il y a des repères, des jalons, des limites, mais il y a plusieurs façons de faire la même chose. Je veux dire que cette idée d'adaptation est importante. Alors, en France et dans Paris même, on voit que les façons de faire sont différentes aussi, et parfois peuvent donner lieu à controverse. Vous êtes peut-être allé visiter le musée Picasso qui vient de rouvrir, qui est extraordinaire, hein. Tous ces tableaux de Picasso, c'est fantastique. Mais on a quand même saccagé, je n'hésite pas à dire le mot, l'intérieur de cet hôtel du XVIIIe siècle, l'un des plus beaux hôtels du Marais. On a tout enlevé ce qu'il y avait dedans pour faire des boîtes carrées et blanches. Je me demande si c'était vraiment nécessaire, et pourtant, quand je me suis promené dans ces toiles, c'est extraordinaire. Mais est-ce qu'il y avait besoin de tout enlever l'intérieur de ce bâtiment historique à côté dans le centre de Paris, vous avez sûrement observé le chantier de la Samaritaine. La Samaritaine est fermée depuis 12 ans, 13 ans je crois maintenant. Et puis un grand projet d'hôtel, de centre commercial. Deux petits immeubles ont été détruits. Des associations que je connais bien sont très actives pour empêcher que ce chantier continue, pour empêcher cette construction, cette modernisation de ce quartier-là. Moyennant quoi, ça reste fermé, en plein centre de Paris, là, dans un emplacement extraordinaire. Il y a cette espèce de friche depuis 12 ans. Moi, j'étais client de la Samaritaine, j'adorais le sous-sol, j'allais chercher mes clous et mes vis. J'habite dans ce quartier-là. On voit bien qu'il y a des choix difficiles à faire. Il peut y avoir plusieurs réalités, plusieurs conclusions. Il y a d'autres chantiers dans Paris qui montrent un peu ces méthodes. Je veux dire qu'il y a plusieurs façons de faire la même chose et on peut s'inspirer de l'existant pour construire. Mais encore une fois, je pense que ce qui est invariant dans tout ça, c'est l'idée que le bâti, le patrimoine bâti porte la mémoire, porte l'histoire. Et on a le devoir de transmettre ça. On ne peut pas imaginer le futur si on ne reconnaît pas le passé. Du moins, c'est ma conviction. Et le bâti, il est porteur du passé. Donc, il faut le transmettre. On ne peut pas non plus tout faire. L'État ne veut pas tout faire. Il y a forcément des choix, à un moment donné, qui sont difficiles. Récemment, je me suis intéressé à un sujet très particulier dans notre champ, qui est celui des églises, des petites églises de campagne. J'ai fait deux, trois articles que je pourrais vous passer sur ce sujet. Il se trouve qu'il y avait, ça se passe il y a juste un an, une église a été démolie dans les Alpes-Maritimes. Et autour de la démolition de cette église, il y a eu beaucoup d'émotions. Beaucoup d'associations, le jour où les bulldozers sont arrivés, c'était une très grande émotion. C'était une petite église fin 19e, vraiment moche. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de choix, pas beaucoup de réflexion à faire, vraiment pas intéressant. Il n'y avait plus de fidèles du tout parce qu'il y avait 3 églises. Il y a 3 églises. Il y avait dans ce village. Et finalement, le clergé en avait choisi une. Ou d'ailleurs, il allait une fois par mois. Donc, pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de fidèles, et des grosses malfaçons et des travaux énormes pour la restaurer. C'était probablement une décision acceptable, bien que très émouvante, de démolir cette église. Alors je me suis demandé combien on avait démoli dans l'année. Eh bien, depuis le début du XXe siècle, du XXIe siècle, depuis le 1er janvier 2000, ont été démolies à ce jour 21 églises en France. Il y en a 50 000. Alors on peut
dire, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc oui, on peut voir la même chose de deux façons différentes. On n'a jamais autant restauré les églises qu'aujourd'hui, et aussi bien, du fait de la Fondation, et aussi d'autres acteurs, parce qu'il y a d'autres acteurs. Il y a des mécènes, il y a des gens qui donnent leur argent. La Fondation Bettencourt, on parle beaucoup de Bettencourt-Schuller avec dérision, mais la Fondation Bettencourt donne beaucoup d'argent pour les églises du XVIIIe siècle. Donc ils contribuent. Et on n'a jamais autant restauré les églises. Moi j'aime bien voir la bouteille plus qu'à moitié pleine que. On n'a jamais autant et aussi bien restauré les petites églises qu'aujourd'hui. Quand on église 21 en 15 ans, c'est probablement acceptable, même s'il y en a une qui aurait peut-être pas dû être démolie. Donc il y a des choix qui sont forcément difficiles et on peut faire des choix différents. J'ai visité avec beaucoup de plaisir le musée paysan à Bucarest. Toutes ces maisons en bois, c'est extraordinaire, ça, c'est extraordinaire. Il y a bien eu un moment, le goût de conserver ces bâtiments, de les déplacer, c'est pas facile à déplacer. La Roumanie était pionnière entre les deux guerres pour cela. Absolument. Le musée du village était le deuxième en Europe après celui de Stockholm. Et voilà, il n'y en a pas beaucoup d'autres en Europe de cette dimension, de cette qualité. Donc, et c'est ça que je voulais dire, et je vais finir avec ça, ce goût du bâti, cet intérêt du bâti, et pour ce qu'il porte comme message, il est présent partout. Tout le monde en a le goût. Il est qu'à voir les Américains qui n'ont pas de bâti. Quelle imagination ils développent pour en trouver. Et tout ce qui a plus de 10 ans devient un monument historique. Et parfois, on le rafistole, on le refait, on peut lui donner un peu de. On lui fait du faux vieillissement. Je pense que tout le monde a ce goût du bâti et qu'on peut le développer chez les jeunes en leur montrant ce qu'il signifie, ce qu'il était et ce qu'il peut faire dans l'avenir. C'est pour ça que cette idée de transformation et de métamorphose du bâtiment, pour lui redonner une autre vie, nous on est très flexible là-dessus. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a parfois des intégristes sur ce point. On rencontre des conservateurs professionnels qui ont été diplômés par l'INP, l'Institut de la Conseil national du patrimoine, qui sont intransigeants sur ce point. On doit restaurer comme c'était, pour ce que c'était, point barre, terminé. Ce n'est pas notre point de vue. On doit restaurer pour que ça serve à quelque chose. Alors bien sûr, il faut des limites, il faut des réglementations, il faut des jalons. C'est pour ça que je critique un petit peu le fait d'avoir rasé l'intérieur de l'hôtel Salé pour mettre le musée Picasso. Je pense que ce n'était pas bien de faire ça. On est allé trop loin, on a passé à la ligne jaune. Mais il faut, pour transformer la gare d'Orsay en musée, et Dieu sait si ce musée est fantastique, on a oublié que c'était une gare. Peut-être dans mes enfants, ils ne savent pas que c'était une gare, mais ils vont le visiter. Donc là, il a certainement fallu faire des choix à ce moment-là, qui étaient un petit peu difficiles. Et l'idée, c'est bien de raviver le goût du passé, le goût du témoignage, et puis de s'en servir dans la vie présente. Il y a eu tout un débat à l'époque pour transformer la gare d'Orsay justement dans un musée des techniques. Mais je me permets de revenir un peu sur le savoir-faire. Il y a eu ce concept-là lancé dans les années 70 d'écomusées. L'écomusée qui était importé un peu des États-Unis, ou les écomusées qui gardaient justement le savoir-faire sur les plans. C'était en France, on a importé plus ou moins ce concept. C'était l'écomusée de Creusot qui finalement n'a pas fait très long feu. Est-ce que vous voyez ça justement un exemple de ce transfert du concept qui n'a pas trouvé un terrain propice à son... Parce qu'aux États-Unis, ça a eu un certain succès, un certain nombre de tels écomusées, le Stonebridge, etc. Williamsburg, qui est un des premiers. En France, ça n'a pas vraiment réussi. C'est vrai, vous avez raison, ça n'a pas vraiment Est-ce que la Fondation s'intéresse à cette optique-là, liée un peu à la problématique des écomusées? Pas vraiment.